je voulais vous parler de l'utilisation de bactéricines comme alternative aux antibiotiques chez le porcelet. Et ce travail fait partie d'une collaboration qu'on a commencé, surtout avec le laboratoire d'Ismaël Fliss, qui est ici aujourd'hui. Et lui, il a pendant plusieurs années travaillé, il s'intéressait à voir c'est quoi le potentiel des bactéricines comme des peptides antimicrobiens qui pourraient avoir un effet bénéfique en général, comme alternative aux antibiotiques. Donc, dans cette équipe de recherche, on a plusieurs experts en nutrition porcine, en microbiote, et en général, c'est une équipe plus complète qu'on a mis ensemble. Donc, je l'avais dit, ça fait longtemps qu'Ismaël travaille dans ce domaine. Donc, avec la collaboration qu'on fait ici, on veut voir si ce type de peptides, de substances de type protéique, disons, pourrait avoir un effet comparable aux antibiotiques. Et on s'intéresse beaucoup au fait que les bactéricines auraient des spectres d'action plutôt étroits. C'est-à-dire, ce ne sont pas des composants qui ont un ample spectre d'action, et c'est quelque chose qui est recherché en général quand on cherche des alternatives aux antibiotiques. Parce qu'on ne veut pas, en général, on ne veut pas trop déranger la flore ou les microbiotes. On veut aller avoir des effets spécifiques sur des pathogènes, par exemple. Et donc ici, il y a deux exemples que vous voyez, la lysine et la microcine J25. C'est deux types différents de bactériocines qui auraient des effets, comme vous voyez, la structure n'est pas la même, et auraient des effets sur des différents types de bactéries qu'on peut trouver dans les tracts gastro-intestinaux des animaux. Et comme je le disais tantôt, pourrait remplacer les antibiotiques. Dans ce cas, dans l'étude qu'on va discuter aujourd'hui, on a comparé ce type de bactéricines avec des tétracyclines. Donc ici, on voit une longue liste de bactéricines produites par des bactéries gram-positifs. Donc on les appelle souvent des bactéricines gram-positifs. Et vous voyez, il y a plusieurs types de structures. On voit grosso modo qu'il y a des différences au niveau de la structure. Et si on voit la chaîne peptidique, tous les acides aminés qui font partie de cette chaîne peptidique pourraient changer. Donc il y a des bactéricines qui sont plus similaires à d'autres bactéricines. Et il n'y a pas nécessairement juste une différence au niveau de la structure, mais aussi ça va avoir un effet sur les modes d'action de chaque bactéricine. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de recherches à faire si on veut comprendre comment chaque type de bactéricine peut avoir un effet antimicrobien, parce qu'ils sont très différents au niveau des séquences et des structures en général. Donc ici, on a deux exemples, et c'est les exemples qui sont pertinents aujourd'hui pour la recherche qu'on a fait. La lysine, qui a un effet surtout sur les bactéries gram-positifs. Comme vous voyez ici sur la droite, on a une cellule bactérienne. Et dans la partie en haut, ça représente des bactéries gram-positifs. Donc ils vont avoir cette coloration positive à cette teinture gram, et parce qu'il manquerait cette couche extérieure. Donc on peut dire qu'ils sont moins protégés. Donc certains types de molécules comme la lysine pourraient aller agir directement sur la paroi cellulaire. Donc c'est ça qu'on voit ici, la lysine va avoir un effet exactement sur la formation de la paroi cellulaire. Et ce n'est pas la même chose qu'on voit pour les mécanismes d'action de la bactéricine microcine J25 qu'on voit ici en bas. Elle va plutôt agir sur la synthèse des protéines. Donc ça va interférer avec le transfert de ARN et traduire ça en protéines au niveau des ribosomes. Et dans ce sens-là, ça ressemble un peu à l'action qu'on peut voir en général des tétracyclines. Donc ce n'est pas exactement le même mécanisme, mais il y a une certaine similitude. Donc comme je l'avais dit tantôt, ça n'avance pas. Je pense que ça n'avance pas. Mais voilà, il y a une liste d'exemples que j'ai mis ici
pour les types de bactéries qui seraient affectées par chaque type de bactériocine. Donc, pour la nysine, on a Listeria, Staphylococcus et Clostridium. Et si vous voyez cette liste-là, peut-être que ça vous fait penser à des contaminations de type alimentaire. Donc, c'est justement là que la nysine est beaucoup utilisée dans l'industrie alimentaire pour la préservation des aliments. Et dans le cas de la microcine J25, cette liste de bactéries gram-négatifs, incluant Salmonella, Shigella et E. coli, ce sont des bactéries qu'on trouve plutôt dans les tractus gastro-intestinal, donc des entérobactéries. Et ça tombe bien pour l'intérêt qu'on a comme promoteur de croissance potentiellement pour les animaux, et des pathogènes qui pourraient éviter au niveau du tractus gastro-intestinal. Donc ici, on voit un peu c'est quoi l'utilisation des bactériocines. Pour pouvoir les savoir, il faut avoir des cultures de différents types de bactéries. Comme je l'avais dit tantôt, il y a des grammes négatifs, des grammes positifs, et plusieurs types différents de peptides, de séquences qui sont possibles, qui sont générées. Et ça, on aurait besoin de faire des purifications ou des semi-purifications pour obtenir ces peptides et aller les tester ou utiliser directement, disons, dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire et l'industrie de production animale. Donc il y a déjà des exemples de recherches qui ont été faites au niveau de l'industrie pharmaceutique. Il y a des effets contre des infections pour améliorer des problèmes d'infection gastro-intestinale. Et par exemple, le cas de Clostridium difficile, qui est vraiment une infection problématique. Et en général, il y a plusieurs antibiotiques auxquels ces micro-organismes sont résistants. Donc, il y a déjà des bactériocines qui sont capables d'aller cibler directement les Clostridium sans trop déranger les microbiotes intestinales. Donc ça, c'est très, très prometteur. Il y a des exemples comme ça aussi pour des infections sur la peau et même la mamite chez la femme. Donc, différents types d'infections qui pourraient être améliorées avec des bactériocines. On a aussi l'industrie alimentaire, comme je le disais tantôt, la lanicine qui est déjà approuvée et utilisée comme un additif alimentaire pour améliorer la conservation de différents types d'aliments. Et dans ce qui nous concerne aujourd'hui, et dans l'industrie animale, il y a deux exemples que j'ai mis ici. Le premier, c'est comme promoteur de croissance, et c'est justement ce qu'on a évalué dans cette expérience. C'est la microcine J25. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mais quand même, il y a 2 mois qu'on a trouvé chez les porcs et la volaille, dans lesquels on voit des effets sur des salmonelles et des améliorations des taux de croissance des animaux. Donc on a déjà quelques indications que ça pourrait être excuse-moi, et potentiellement une bonne alternative aux antibiotiques. Et une autre chose, un autre exemple de l'anisine pour le traitement des mammites chez la vache laitière. Ça existe aussi déjà, c'est des produits qui sont commercialisés et sont très effectifs et contre des infections causées par Staphylococcus aureus. Donc si on passe au matériel et méthode de l'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui, on avait 288 porcelets qu'on a mis en 48 parcs. Donc, il y avait finalement 6 porcelets par parc. Et vous voyez, il y a un peu de variabilité dans les poids des animaux à l'entrée, mais en moyenne, la moyenne c'était autour de 6 kg pour les animaux qui sont rentrés au CRESAT pour cette étude. Et on avait finalement 12 parcs par traitement dans un dispositif, un bloc complet et aléatoire. Et on avait aussi des mesures répétées dans le temps, parce qu'on a suivi les animaux pendant la pouponnière, du début à la fin de la pouponnière. Donc, les traitements, on était intéressé à voir c'est quoi l'effet d'avoir un témoin négatif. On était intéressé par cette comparaison. Donc, on a sans antibiotiques, après antibiotiques, on a choisi la chlortétracycline comme témoin positif. Et ensuite, on a les 2 bactériocines dont je vais vous parler tantôt, microcine J25 et l'anisine, qu'on a utilisé comme traitement.
Ici, ça vous donne une idée de comment on a fait l'expérience. Les premières 3 semaines des pouponnières, des animaux en pouponnière, du jour 0 au 21, à partir du jour 1 en fait, les animaux ont reçu l'un des 4 traitements sans antibiotiques, microcine ou nisine. Et au jour 21, on a arrêté les traitements et on a fait juste un suivi des effets, on pourrait dire des effets résiduels d'avoir donné ce type de traitement pendant les 3 premières semaines de pouponnière. Donc on avait certaines mesures qui nous intéressaient, du type zootechnique. On voit ici les poids vifs, et la prise alimentaire des animaux et la consommation d'eau qu'on a suivi. Ensuite, on était aussi intéressé à voir c'est quoi les effets sur le microbiote et la composition du microbiote de façon globale. Donc on a utilisé les gènes 16S ribosomal comme une façon d'identifier les bactéries qui sont là. Et pour faire un petit peu un lien avec leur capacité de fermentation, on a aussi fait des analyses d'acides gras volatiles, des AGV. Et ça, on a fait 3 fois dans la première phase et une fois après le jour 21. Donc, je voulais juste attirer votre attention au début, tout de suite à la boîte rouge ici. Ça parle de la mortalité des animaux pendant la pouponnière. On a juste vu des mortalités les 3 premières semaines de la pouponnière. Et ça a été pour les traitements sans antibiotiques et antibiotiques. Donc, on n'a pas eu de mortalité pour la nisine ou la microcine J25. Donc, ce sont des choses que dans le laboratoire d'Ismaël Fliss, ils sont déjà testés, par exemple, pour la microcine J25. Et il n'y a pas d'effets toxiques in vitro sur des différents types de cellules à des doses très élevées. Donc, on ne s'attendait pas à avoir des effets négatifs non plus ici. Et on ne voit pas des effets sur la mortalité. Et ensuite, on a la consommation d'eau qui n'est pas surprenante. Ça devrait augmenter avec le temps, avec la croissance des animaux. Et ça devrait augmenter dans le temps. On n'a pas vu des effets sur la consommation d'eau. Et ensuite, la prise alimentaire. Donc, de la même façon, avec des animaux en croissance, ça devrait augmenter dans le temps. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la prise alimentaire était plus élevée à la semaine 2 et 3 dans les animaux qui recevaient la microcine J25 par rapport aux animaux qui ne recevaient pas d'antibiotiques. Donc, il pourrait avoir un effet peut-être des pathogènes qui pourraient, d'une certaine façon, déprimer la prise alimentaire. Mais c'est ça qu'on a vu pendant la semaine 2 et 3. Et la dernière période qu'on a ici de temps dans la pouponnière, à la fin de la pouponnière, il y avait une différence entre antibiotiques et nisine au niveau des prises alimentaires. Et je ne vais pas expliquer ça, mais vous voyez ici, il y a 5 périodes dans lesquelles on a fait le suivi des animaux. Donc, 1 des 3, c'est les 3 semaines. Et chacun, c'est une semaine. Après ça, les périodes 4 et 5 sont des périodes un peu plus longues, du jour 21 au 30 et du jour 30 au 41. Donc, ce n'est pas exactement des semaines, mais c'est comme ça qu'on a fait les mesures. Ici, on voit la conversion alimentaire en kilogrammes d'aliments par kilogramme de gains de poids vifs. Donc, en général, des valeurs plus élevées, ça nous indique une perte d'efficacité de production. Ça nous prend plus de moulets pour avoir un certain poids. Donc, ce qu'on voit ici, ce n'est pas surprenant. Il a comme une tendance numérique à voir que pendant la phase de pouponnière au complet, les animaux qui n'avaient pas d'antibiotiques avaient une conversion alimentaire plus élevée. Et si on décortique l'effet, d'où ça vient, on voit que ça s'explique par un effet pendant la première semaine. Donc, entre les jours 1 et 7, on a des animaux sans antibiotiques qui ont une perte d'efficacité de production, une conversion alimentaire plus élevée. Et cette différence, elle disparaît par la suite. Après ça, on a les poids vifs des animaux, qui est un autre indicateur de comment les performances de croissance des animaux sont affectées par le traitement. Donc, on voit les jours 14, 21 et 28, et les microcines, les groupes qui avaient la microcine, avaient un poids
plus élevée par rapport aux animaux sans antibiotiques. Et à la fin, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que les antibiotiques et microcines n'étaient pas différents au niveau du poids. Et c'était plus élevé le poids de ces animaux par rapport au groupe de Nisin. Et cette différence-là était autour de 0,6 kg. Et après, sans antibiotiques, la différence avec les groupes les plus performants, c'était de 1,1 kg. Donc c'est une différence quand même importante. Et ici sur la droite, on a les gains moyens quotidiens, au GMQ. Et on voit que les périodes de la première semaine et la deuxième semaine, les moins performants sont les animaux sans antibiotiques. Et cette différence-là, à la semaine 2, elle était juste significative quand on comparait antibiotiques versus sans antibiotiques. Et on ne comprend pas trop ce qui s'est passé à la semaine 3. Peut-être que vous avez décidé par rapport à ça. Mais les gains moyens quotidiens a été plus faible pour les animaux qui recevaient les antibiotiques pendant la 3e semaine. Ça, je ne suis pas sûr de voir comment expliquer ça. Et à la fin de la pouponnière, on voit que les animaux microcines ont des gains moyens quotidiens plus élevés que les animaux sans antibiotiques. Donc, en résumé, on voit que les effets de traitement sur les performances de croissance varient clairement en fonction du temps. Et on a des effets qu'on voit dans certaines parties de la courbe de croissance des animaux, mais pas tout le temps. En général, on peut dire que les animaux qui n'avaient pas d'antibiotiques, ce n'est pas surprenant que les performances étaient plus faibles. Et on a quand même remarqué que les microcines et les antibiotiques performaient également bien. Donc ça, c'est très prometteur pour l'utilisation des microcines. Si on pense que déjà, on peut avoir le même effet qu'avec des tétracyclines, ça c'est prometteur. Et après ça, on avait les groupes de Nisin avec des performances plutôt intermédiaires et à la fin, les sans antibiotiques. Ensuite, on va parler un peu des effets sur les microbiotes fécales. L'intérêt ici, c'est de voir des changements au niveau global. Si ça a un effet sur les microbiotes, la composition du microbiote, les bactéries qui se trouvent là. Donc, j'espère que vous arrivez à voir ça. Il y a 4 bâtons ici en haut, et chaque, c'est les 4 traitements. Et au jour 0, 14, 28, 28 et 42. Ça se répète, mais c'est les 4 traitements en groupe par les jours. Donc, il y a une première chose à dire, les groupes firmicutes, normalement, on trouve comme un groupe prédominant dans l'intestin et aussi les fesses des animaux. Et les groupes prédominants ici, ça c'est plutôt attendu. Ensuite, c'est les bactéroïdètes qui, dans cette nouvelle classification, s'appelle Bacteroidota. Et le 3e groupe à l'importance, c'est les protéobactéries. Donc, on ne voit pas nécessairement des effets de traitement ici initialement, mais on voit qu'avec le temps, à partir du jour 0 et par la suite, on voit une disparition du groupe des protéobactéries. Donc, ce seraient les gris ici qu'on ne voit plus par la suite. Et ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est lié au traitement. Peu importe si ça avait des antibiotiques, ou microcines, ou sans antibiotiques, on voit que ce groupe disparaît. Donc, à mon avis, ça me fait penser plus à un effet de la diète. Ces animaux-là avaient une diète liquide à maternité. Quand ils sont arrivés au CRESAT, on a changé la diète pour la moller. Donc, ça pourrait plutôt refléter cette adaptation à la diète. Donc, on voit un effet du temps qui est plutôt prévisible. Donc, ici, on voit l'effet du temps significatif pour les firmicutes et les Bacteroidota, encore une fois. Donc, une légère élévation dans les firmicutes dans le temps et une légère réduction dans les Bacteroidota. J'imagine que vous aurez peut-être entendu parler des firmicutes et des Bacteroidota comme des groupes qui pourraient être indicateurs, quand on parle du ratio entre les deux, des indicateurs de santé intestinale chez l'humain et d'autres espèces aussi. Et on n'a pas encore exploré ça, mais on est intéressé à faire des analyses pour voir comment ça pourrait se lier à la adiposité de la carcasse. Et ces deux groupes-là seraient potentiellement associés
à l'adiposité de la carcasse des porcelets. Et pour les bactéries d'OTA, on a quand même vu une tendance pour un effet de traitement. Et donc, de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que ces groupes-là étaient affectés plus par les antibiotiques par rapport à sans antibiotiques ou l'anisine, et la microcine avait des valeurs intermédiaires. Et ensuite, on a le troisième groupe en importance dont je vous parlais tantôt. On voit beaucoup de variations dans la première semaine, mais comme je le disais, ça disparaît. Ce groupe disparaît en termes d'abondance relative dans le temps. Donc au jour 14, on voit déjà qu'ils sont tous égaux, peu importe le traitement. Ici, on voit la diversité bêta, et donc il y a beaucoup de façons de regarder c'est quoi la biodiversité d'un écosystème. Et les gens qui travaillent en microbiologie utilisent souvent ce type de mesures. Je voudrais juste attirer votre attention à ce cercle-ci avec les points rouges versus les mauves. On voit une certaine séparation en termes de distance taxonomique entre ces deux groupes-là. Et ça, c'est le jour 0 versus le jour 42, à la fin de la pouponnière. Donc, c'est quelque chose qui reflète un changement dans la composition taxonomique des bactéries dans les intestins des animaux, mais pas nécessairement un effet du traitement, comme on voit ici sur la droite. Même si on a un effet significatif du traitement, c'est très difficile à savoir où il y a des clusters qui se séparent pour les traitements. Donc, on ne le voit pas nécessairement pour les traitements, mais plutôt pour le temps. Qui, encore une fois, ça pourrait être juste un effet de la diète, changement de la diète liquide à la diète solide. Et ensuite, on a une mesure de diversité qui s'appelle alpha. Ça se réfère plutôt à la richesse, combien d'espèces on voit de façon générale. Et pour ça, encore une fois, les gens qui travaillent en microbiologie s'amusent à créer des différents index pour faire cette mesure. Donc, il y a celui-ci qui est un exemple, le KO1. Il y a un autre qui s'appelle Simpson, Shannon, etc. On pourrait juste avoir un compte des nombres d'espèces. Ça aussi, ça s'utilise. Donc, ce qu'on voit en général, c'est qu'il n'y a pas un effet du traitement. Donc, chaque couleur que vous voyez ici, c'est un traitement, mais il y a quand même une certaine tendance, et si vous voyez à l'intérieur de chaque, pour une diminution. Et ça, c'est l'effet du temps. Donc, quand on voit l'effet du temps, ici sur la droite, dans cette diapositive, et il y a encore une fois une diminution de la diversité à cause du changement de diète, on pourrait dire. C'est plus marqué au jour 14, mais ça continue un peu au jour 21. Mais ce n'était pas affecté encore une fois par les traitements. Et quand on voit les moyennes, c'est un peu plus clair. Si vous voyez les points noirs au milieu de chaque distribution de ces graphiques ici, on voit la différence très élevée, très importante entre les jours 0 et les jours 14. Mais pas d'effet du traitement, c'est-à-dire pas d'effet d'interaction entre le traitement et le temps. Voilà. Et une dernière chose par rapport à ça, notre mesure de diversité alpha, juste le nombre d'espèces, le nombre grossier d'espèces, juste compter les espèces, on voit que dans le temps, la diversité diminue, comme on l'a vu tantôt. Mais au jour 21, le traitement Nisine a des valeurs plus élevées par rapport aux autres. Donc il y a une certaine différence au nombre d'espèces. Et le seul genre d'espèces bactériennes, on va dire le genre, ce groupe qui était affecté, c'était à cause de la nisine. Donc il n'y a pas eu de différence entre les autres traitements. Juste la nisine était plus faible pour les Streptococcus que les autres traitements. Donc ça pourrait indiquer un effet comme ciblé de ce type de bactériocine sur les Streptococcus, qui en fait partie déjà de la littérature. On voit des effets sur ce type de bactéries qui a déjà été vu par d'autres chercheurs. Donc en résumé, pour cette partie, la composition du microbiote est affectée principalement par le temps. Encore une fois, un effet plutôt d'échanger la diète liquide à la diète solide, à mon avis. Et ensuite, on a vu des effets similaires entre antibiotiques et microcine sur les bactéroïdètes.
Et l'anisine avait des effets spécifiques sur le Streptococcus. Donc ça a aussi quelque chose à voir avec son effet sur les bactéries à gram négatif. Et finalement, quelque chose qui nous intéressait, c'est voir comment les microbiotes pourraient affecter la fermentation dans la partie finale de l'intestin. Donc on parle du second column, et c'est là où ça se fait majoritairement, mais on a un proxy de cette mesure-là, c'est les fesses, comme on a fait pour les microbiotes. Et ce qu'on voit, c'est une augmentation dans le temps au niveau des indicateurs de fermentation. Donc la somme totale d'acide gras volatile par gramme de fesses augmente dans le temps. Ça pourrait indiquer l'augmentation de la capacité de fermentation des animaux dans le tractus gastro-intestinal, dans la partie finale. Et pour les effets de traitement, on a une tendance ici dans laquelle la microcine avait légèrement un avantage sur les antibiotiques. Pardon, sans antibiotiques. C'est tout ce qu'on a vu par rapport à la fermentation. Et ça, c'est l'effet global pendant la période des pouponnières, avec tous les échantillons confondus. Ensuite, on a l'acétate, propionate, butyrate dont vous avez entendu parler. Et donc, normalement, on les utilise comme un indicateur de la voie métabolique des bactéries pour la fermentation. La principale est surtout l'acétate. On voit toujours l'acétate comme les plus importants. Et ensuite, on a les propionates et butyrates. Donc, on voit ici une légère augmentation aussi dans le temps et pas d'effet de traitement. Pour les propionates, c'est au contraire une diminution dans les proportions des propionates dans les acides gras volatiles totaux, mais encore une fois, pas d'effet de traitement. Et finalement, pour le butyrate, il y a aussi un effet du temps, une légère diminution au jour 14, mais pas d'effet de traitement. Donc on pourrait dire en conclusion que les performances des animaux étaient comparables, surtout entre les microcines et les antibiotiques, les tétracyclines. C'est plutôt un résultat positif, à mon avis, parce qu'on a déjà une alternative qu'on pourrait utiliser, ajouter au kit des outils pour utiliser en production porcine. Il y aurait un certain avantage de ces deux groupes-là, microcines et antibiotiques, sur l'anisine, qu'on a vu à la fin de la pouponnière, en termes de poids vif. Et finalement, la composition du microbiote fécal varie en fonction du temps et du traitement. Mais les effets qu'on a vus du traitement ne sont pas nécessairement très, très forts. On ne voit pas de dysbiose dans les traitements. On ne voit pas des effets très forts sur la composition du microbiote. Et finalement, en conclusion, l'utilisation de bactéricines pourrait contribuer à la réduction de l'usage des antibiotiques chez les porcelets. Et important à souligner qu'on ne voit pas des effets négatifs sur les performances des animaux. Et il reste plus de travail à faire, comme des évaluations de toxicité in vivo, et des aspects comme ça. Mais les données préliminaires qu'on a par rapport à ça sont très prometteurs au niveau des possibilités d'utiliser sans avoir des effets toxiques. Donc, il y a certaines choses qu'il manque toujours à faire, qui nous manquent et qu'on est en train de faire. C'est des analyses des pathogènes spécifiques, gram positifs et gram négatifs. C'est quelque chose qu'on veut voir exactement, c'est quoi l'effet que les traitements pourraient avoir directement sur ce type de pathogènes. Et la raison principale pour laquelle je me suis intéressé à ce projet, c'était évaluer s'il y a le potentiel de voir des associations entre la composition du microbiote et certains lipides qui sont des molécules de signalisation, comme un système de communication entre les microbiotes et les tissus adipeux. Et ce type de contrôle se fait par des molécules qu'on appelle endocannabinoïdes, entre autres. Et donc, évaluer ce type de relation par rapport à ces traitements, des effets que ces traitements pourraient avoir, ça serait intéressant et c'est une prochaine phase de ce qu'on va faire. Et on voulait remercier le MAPAC pour le financement et aussi le CRSNG pour le financement aussi du côté du laboratoire d'Ismaël Fliss et nos partenaires de recherche aussi. Et à vous, merci pour votre attention. On pourrait passer aux questions si vous en avez.